Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Salut à tous, on vous retrouve pour un nouveau podcast du JM Show et on est content de vous retrouver, on est chaud. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est hyper content de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans le JM Show. Cet épisode du 1er août, c'est enfin l'été et en tout bon français. D'ailleurs, ça me fait halluciner, on s'est tous plaints de la pluie et du froid. Il fait chaud depuis 2 jours ici et maintenant tout le monde se plaint parce qu'il fait chaud. Il fait trop chaud, il fait trop chaud. C'est la France. Les gens. Prenez la climatisation, la piscine parce qu'il fait trop chaud, on supporte plus. Non, ça fait du bien de enfin retrouver l'été. On est hyper content. Nous dans le sud, il fait très très chaud là depuis une semaine, mais on va pas s'en plaindre, on est très content. Ouais, nous aussi, il fait bon, mais la nuit, il fait frais, donc ça va. Moi, la nuit, ça me rend ouf, la chaleur. Pas nous, hein. Je peux te dire qu'on n'a pas dormi pendant 3 jours avec Margot et on s'en rappelle et Et surtout t'as pas la elle. clim, toi? Ah ben non, Ben, t'as bougé, t'avais pas la clim. on était sur la côte. On était sur la côte et sur la côte, dans l'appartement où on était, il n'y avait pas la clim. Sympa. C'était cool, mais à la maison, oui, hier, dès qu'on est rentré, on a mis la clim avant de dormir et je peux te dire que ça change la vie. Ben nous, on est en train de faire les travaux, enfin de faire les devis pour les travaux de la maison, potentiellement d'avoir un financement. D'ailleurs, on a eu la banquière hier et on met les chambres sous le toit. Je peux te dire que climatisation obligatoire. Là, Sous le toit vaut mieux. J'ai eu un appartement, ma première acquisition d'ailleurs dans l'immobilier, c'était donc sur la commune de Talence. C'était un appartement avec une chambre en mezzanine sous les toits, avec un Velux qui tapait directement dessus. L'été, c'est pas compliqué, on dormait au rez-de-chaussée, la fenêtre ouverte. oh l'enfer. C'était insupportable et dès qu'on mangeait ou quoi que ce soit, on allait dans un parc à côté. Il faisait 40 degrés dans l'appartement, un truc comme ça. C'était C'est horrible. sympa ça. Ouais, ça rappelle, c'est des bons souvenirs. J'ai pas envie C'était de, ça donne pas envie de refaire ça, quoi. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quand j'ai vendu l'appartement, justement, c'était la frayeur des gens. Il fait pas trop chaud l'été? Un petit Non, ça va. peu, un petit peu. Je pense qu'une petite climatisation, ça serait pas de refus ou alors 10 ventilateurs autour du lit. Ça, Mais c'est les appartements que tu fais visiter qu'en hiver, tu sais, ou que dans l'intersaison. tu fais pas visiter juillet-août parce que c'est lumineux. Ouais, c'est lumineux juillet-août, mais aussi il fait très, 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 très chaud. Donc ouais, non, c'est mais notre deuxième appartement à Talence, c'était un peu pareil, hein. Après, on avait une Ah oui, c'est vrai que autorisation. vous étiez sous le toit terrasse là. Ouais, on Ouais. était, nous, on avait une grande terrasse de 70 mètres carrés et on était plein sud avec des grandes fenêtres et il faisait très, 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 très chaud. Mais après, on avait une autorisation de la copro pour mettre une climatisation, donc ça rassurait les futurs propriétaires. Ah ouais. Mais tu vois, je me dis que même si nous on est en Bretagne, s'il commence à faire vraiment très chaud comme ça tout le temps, tu vois, ça y est, je suis en train de me plaindre en bon français. Va peut-être falloir aller s'installer en Finlande un jour, quoi. Je préfère tellement le froid. Enfin, dans les grandes chaleurs, ouais, ça me saoule un peu. J'aime bien Ouais, la les climats fraîcheur, froids et tout. c'est pour ça d'ailleurs, ça fait un peu une transition sur la partie, immobilière. Il y a beaucoup on va dire d'investisseurs qui s'orientent plus dans les projets à la montagne maintenant. Parce qu'il y a beaucoup plus de touristes, beaucoup plus de voyageurs qui s'orientent vers des voyages et des vacances à la montagne. Pourquoi? Parce qu'avec, les climats maintenant, actuels l'été, bon cette année ça a mis beaucoup plus de temps, ils cherchent de la fraîcheur donc ils partent beaucoup plus longtemps et beaucoup plus souvent à la montagne. Donc il y a pas mal d'investisseurs maintenant qui s'orientent vers des projets à la montagne et notamment qu'en plus, on en parlait il y a pas si longtemps que ça, il y a les JO 2030 qui devraient se faire en France à la montagne. Donc raison de plus d'investir aussi à la montagne. Ouais, achetez tous des Airbnb à la montagne et puis ça fera peut-être comme les JO cette année où C'est clair. d'ailleurs, les articles sont fous. Il y a eu un article, c'est quoi? C'est un Airbnb sur 5 est vide pendant les JO. Bon, ils auraient pu dire aussi 80% des Airbnb sont remplis, mais bref. C'est vrai qu'il y en a qui ont pris des sacrés claques, là, ceux qui ont acheté des appartements spécialement à Paris pour ça. Mais c'est la raison vraiment, numéro 1, c'est quoi? C'est les prix? C'est, ils pensaient qu'il allait y avoir plus de monde que ça? Je C'est quoi pense la qu'il y raison? a il y a 2 choses. En fait, moi, je l'ai vu aux 24 heures du Mans. Chaque année, tu regardes ce qu'on a un immeuble au Mans, quand tu vas sur les annonces, 3/4 des annonces au Mans, au moment des 24 heures, c'est que de nouvelles annonces. Bon, je pense qu'à Paris,
tout le monde s'est dit, en fait, en plus, les infos, ils en ont parlé en disant: «Vous allez vous gaver avec, Airbnb». Tout le monde a vu la lumière, a mis des appartements en location. Les gens ont bah, alors apparemment, il y a des gens qui ont viré leurs locataires. C'est quand même pas facile, donc je sais pas s'ils l'ont fait. Il y en a qui ont acheté des appartements spécifiquement pour ça et j'imagine que la proposition d'offre, elle a été multipliée par 4 ou 5 avec une demande qui a peut-être fait x2 Ouais. et des prix, débiles. Il y a des mecs, je me souviens d'articles, c'était au moment où il y a eu les ventes des billets, je sais plus, c'était il y a 1 an peut-être, c'était il y a longtemps. Les mecs, ils disaient: «Ouais, on va louer, 1 500-2 000 € la nuit, des T2 et tout». Enfin, ils ont vu la lumière. Bah, évidemment, tu loues Après, pas si cher que ça, quoi. après, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est toujours pareil, hein. Si tu as beaucoup d'offres sur le marché, les voyageurs, ils ont beaucoup plus le choix. Et encore une fois, c'est toujours la même chose, hein. Si jamais tu as, 100 demandes, mais tu as 10 appartements disponibles, bah, là, oui, tu peux te permettre d'avoir des prix hyper élevés. Mais si tu as, si tu l'inverse, tu as 10 demandes et 100 appartements disponibles, bah, non, non, là, c'est complètement compliqué. J'en parlais hier, j'ai déjeuné le midi avec un ami qui a une conciergerie qui gère mes appartements en Airbnb. Et il me disait, il a des appartements, du coup, non, des hôtels, lui, il a sur Paris. En fait, il a commencé à voir vers juin que les gens faisaient un peu n'importe quoi. Déjà, dès début juin, les gens mettaient des prix complètement aberrants. Du coup, ils n'ont pas loué du tout. Et lui, il a donné une stratégie à son hôtel, à ces deux hôtels qu'il gère sur Paris. Il a dit, écoutez, là, on va droit dans le mur. Il vaut mieux baisser vos prix et vous allez remplir au Bah, maximum et ouais. vous allez pouvoir avoir un chiffre d'affaires relativement raisonnable. Et ils ont fait plus 15 sur le mois de juin, toi, chaque hôtel, plus 15K de CA. Donc, il a très bien fait de faire ça parce qu'il y en a beaucoup, ils ont voulu garder leurs prix très élevés. Et en fait, ils n'ont pas réussi à louer et ils ont perdu de l'argent, hein. Il y en a, ils ont perdu 20 à 30% rien que sur le mois de juin. Après, c'était avant les JO, mais il y a pas mal de gens qui anticipaient et qui se disaient qu'avant les JO, les étrangers allaient arriver avant, qui allaient prendre quelques jours de vacances et pouvoir louer beaucoup plus cher. Mais non, c'est pas comme ça que ça Ouais, et fonctionne. puis en plus, les gens oublient tellement la profusion d'offres nouvelles qui arrivent sur le marché à ces moments-là. Mais vraiment, ceux qui sont au Mans, en fait, enfin, vous devez le savoir, tu fais l'exercice avant les 24 heures du Mans, je te jure, les 3 quarts des annonces, c'est marqué nouvelles annonces. Il n'y a pas une note, il n'y a rien du tout. Et puis, je pense qu'une semaine après les 24 heures du Mans, elles y sont plus. Elles y sont plus. Ouais, c'est des appartements, on va dire, éphémères. C'est des appartements Ouais, c'est éphémères, ça. c'est ça. C'est Mais c'est vrai exactement ça. que pour revenir à la montagne, moi, ça me chauffe bien. Et tu vois, j'ai toujours ce petit débat mer ou montagne. Je sais pas lequel des deux je garderai. Je pense plutôt la montagne. Ouais, Mais en moi même temps, aussi. la mer, c'est cool, mais la montagne, quand même. Ouais, nous aussi, pareil avec Margot, on va beaucoup en vacances à la montagne, on adore ça. En fait, je trouve que, bah, d'une part, c'est plus appréciable en termes de météo, de chaleur et les activités, le climat, l'ambiance, l'environnement, c'est quand même plus calme, plus apaisé. Mais bon, on adore les 2, mais ouais, à Enfin, choisir c'est vrai que peut-être. tous les deux, on est plus activité un peu d'aventure, exploration, rando. Alors que la mer, c'est plus un peu plus jet set, tu vois. Ouais, C'est exactement. moins Ouais. aventurier, la mer. C'est vrai que tu vois pas trop de jet-setters, de la Côte d'Azur, Non, tu vois des jet skieurs, mais c'est tout. à la montagne. Si, tu en vois, à la montagne, l'hiver Ah, dans les Alpes, quoi. Comment ça ouais, s'appelle? Ça à c'est Courchevel à Courchevel, ouais, ouais. ou à la Folie Douce. Voilà, à la Folie Douce. Là, oui, là, tu as du jet-setter qui vient, qui doit skier, 30 minutes dans la journée et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que la montagne va exploser depuis que VDV a sorti une formation investissement à la montagne, que j'ai pas regardé, mais il a fait une vidéo, Stan, là-dessus. Faudrait que je la regarde, d'ailleurs, ça m'intéresse. Mais nous, après, on va finir avec la montagne. On a des maisons en famille dans un tout petit village ultra paumé en montagne. Ça date de mon grand-père et je sais que ma mère nous avait fait une donation il y a 15 ans. Et une maison, de 50 m², ça valait même pas 40 000 €. Ah oui, Personne n'en voulait, ouais, complètement paumé. ouais. Et aujourd'hui, ça a fait, x4 les prix. Ouais, ça m'étonne pas. Et on voit même dans le village, quand j'étais gamin, il y avait une seule famille à l'année, enfin une famille, c'était un vieux couple, bien âgé qui vivait là. Et aujourd'hui, il y a pas mal de monde. Il y a des familles, il y a des gens qui s'installent, il y a de plus en plus de boulot à l'année, quoi. De plus en plus de gens qui viennent à l'année, de plus en plus des gens qui viennent l'hiver, l'été, mais l'été surtout, en fait, c'est surtout l'été qu'il y a pas mal de voyageurs maintenant qui viennent parce qu'ils fuient un peu la chaleur, ils fuient un peu le monde aussi. Il y en a, ils veulent, juste s'éloigner de la populace, on va dire. Ouais, puis c'est pas cher, Heu, hein. Enfin, c'est moins cher, potentiellement moins cher que la mer. L'hiver, les forfaits de ski, faut quand même gagner un peu sa vie pour pouvoir se les payer. c'est pas donné, hein, les forfaits de ski, enfin vers chez toi là, enfin vers chez toi, je dis Oh, vers ça chez devient toi. ça devient débile. Je dis vers chez toi parce que je sais que tu allé vers là-bas, mais c'est pas donné, c'est vraiment pas donné. Bah, après, nous dans les Pyrénées, les montagnes, c'est de la merde, mais c'est quand même 50 balles le forfait donc Ouais, c'est ça. Ah, j'ai ma voilà. lumière qui fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, ceux qui regardent sur YouTube, vous allez voir que j'ai changé de décor. Je me suis fait délocaliser, dans l'atelier,
parti de l'atelier pour cause de ménage dans la maison. L'atelier couture de Mathieu. L'atelier couture, ouais, c'est ça. Il y a un petit mannequin derrière, un tableau, une machine à coudre, nickel. Parce qu'après, je me lance dans les vêtements. Dans Pas du tout, c'est une blague. Bon, pour, parler de sujet, on a un vrai sujet sur ce podcast, c'est que j'ai fait une story il y a quelque temps sur les fausses bonnes idées de l'immobilier, en vous demandant si vous en aviez, quelques-unes qui vous viennent en tête. J'ai eu, plein de réponses, donc on va, en parler avec Jérôme. On va toutes les prendre, et parler de ces fausses bonnes idées. Je pense qu'on sera d'accord sur tout. Ouais, je pense qu'on sera d'accord sur tout. Donc ce sera un débat, unilatéral, on va dire. Ouais, c'est Donc, intéressant de reprendre tous ces sujets-là parce qu'il y a pas mal de freins pour vous, dans l'immobilier à cause de ces fausses bonnes idées, donc on va les reprendre les unes et après les autres. la première qui était le sujet de ma story, c'est mettre en location sa résidence principale au lieu de la vendre. Quand on part, qu'on déménage, on la met plutôt en location au lieu de la vendre. Et c'est vrai qu'on a pas mal de gens qui font ça, qui s'estiment très malins de le faire. Alors, comme toujours dans toutes ces bonnes idées, ou ces fausses bonnes idées, il y a des moments où ça peut avoir du sens, mais dans la majorité des cas, c'est pas ouf. Et louer sa RP, enfin, je sais pas ce que tu en penses toi? Alors, louer sa RP, en fait, ça dépend, je pensais, ça dépend dans quel est l'objectif de la location de la RP. Est-ce que c'était un objectif, soit tu vendais ta RP, soit tu louais ta RP? Ou, moi je savais plus dans la tête quand tu disais ça, mais c'est pas cette partie-là que tu parlais. C'est je connais pas mal de gens, ce qu'ils font, c'est quand ils partent en vacances, ils louent la résidence principale pour avoir un complément de revenu. Ça, Ah oui, c'est non, 2 choses différentes. ça c'est très bien. Ça, c'est complètement 2 choses différentes. Louer sa Non, je résidence parle vraiment principale, de ça c'est soit tu vends, tu soit la tu vends ou tu la mets en loc et tu la OK. gardes, des années, quoi. Bah, clairement, de mon point de vue, c'est pas une bonne idée du tout. Pourquoi? Parce que première chose, quand vous avez acheté votre résidence principale, vous n'avez pas pensé à investissement, locatif. Donc ça veut dire que vos chiffres n'étaient pas établis, n'étaient pas figés pour un investissement locatif et donc de la rentabilité. Donc théoriquement, je dis bien théoriquement, une résidence principale, quand on investit dans une résidence principale, on pense, on a pas mal d'émotionnel, quand on fait l'acquisition d'une résidence principale, chose qu'il ne faut clairement pas faire quand on fait de l'investissement locatif. Donc, si vous reprenez vos chiffres d'une résidence principale et que vous le mettez en location, honnêtement, premièrement, vous serez, dans 90% des cas, vous serez clairement pas rentable. Bah, ce Euh, sera à 3-4 % de rendement, quoi. Tout à La fait. moyenne, c'est ça? Bah, c'est ça, quand on achète une maison, ben, c'est ce qu'on dit, on l'achète, pour vivre dedans, on l'achète pas pour la louer et pour gagner de l'argent et pour être rentable. Donc on pense pas à tous les critères et tous les calculs qu'on fait quand on fait un investissement locatif. Ben, on n'y a pas pensé, comme quand on achète un bien immobilier, pour du locatif. Donc ça, c'est la première chose et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, en fait, il y a pas mal de gens qui veulent faire ça parce qu'ils se disent: «Bah, j'ai un capital restendu qui est assez restreint, j'ai pas beaucoup de crédit restant sur ce bien-là, donc ça va me faire un complément de revenu. Ça peut être une bonne idée à la base, mais non, ça sera pas assez rentable et vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent en vendant, tout en sachant que la raison principale n'est pas imposée sur la plus-value. Donc si jamais vous avez un potentiel de plus-value sur cette maison-là, beh, vous pouvez, récupérer votre argent net d'impôts. Donc ça veut dire que si vous le mettez en location, beh, cet avantage-là, vous allez le perdre au moment où vous allez revendre, sauf si vous gardez pendant 30 ans votre bien immobilier. Donc il y a vraiment ces 2 critères-là qui, pour moi, sont vraiment, primordiaux. Ouais, je suis bien d'accord avec toi et souvent, ce qu'on dit: «Oui, mais bon, ça fait quand même un vrai complément de revenu», oui, mais en fait, si vous regardez l'argent que vous pouvez rentrer au moment de la vente, que vous réinvestissez cet argent dans un projet uniquement dédié à la Uniquement, location, optimisé, rentable et tout, vous allez pouvoir gagner 2, 3, voire, 4 fois plus. Parce que, vous avez un très gros apport, vous avez des connaissances au fur et à mesure qui deviennent de plus en plus importantes et ce sera mieux réinvesti. de mon point de vue, je pense que les gens qui veulent garder leur résidence principale et le mettre en location, je pense qu'il y a 2 il y a 2 réponses à ça. Je pense que la première, c'est le côté, un peu émotionnel. Ça a été la résidence principale, donc ils veulent le garder, pourquoi pas futurement pour leurs enfants, quand ils vont faire leurs études et cetera. Là, cette partie, on veut pas se détacher de notre bien et la deuxième réponse à ça, je pense que c'est le côté, bah, flemme de vendre, flemme de rechercher, flemme de racheter autre Ouais, chose et de mettre en location. Je la pense que maison, elle est c'est déjà là, j'en profite, quoi. je pense que je pense que clairement Bah, c'est c'est la solution de c'est facilité à chaque fois, hein. ouais, je pense que c'est surtout une solution de facilité que les gens se donnent parce que nous, on a eu ce débat-là avec ma compagne, il y a pas si longtemps que ça. On avait un appartement, c'était notre résidence principale. On avait soit le choix entre le vendre et le louer du coup, et en fait, j'ai fait les calculs tout bêtement et clairement, si je le louais aujourd'hui à l'instant T, bah, à peine je remboursais mes frais.
clairement, à peine je remboursais mes frais. Et pourquoi je me suis posé la question de le louer, un moment dans ma tête? Parce que j'étais attaché à cet appartement. J'étais attaché à la localisation, j'étais attaché à cet appartement, j'étais attaché à l'environnement, j'étais attaché à tout ça, donc je m'étais à un moment interrogé sur le fait de le garder. Bien évidemment, on l'a pas gardé au final parce que, j'ai remis un peu les chiffres sur la table et je me suis rendu compte que c'était complètement aberrant. Donc on a vendu, on a récupéré, un petit peu d'argent dessus parce qu'on l'a vendu un peu plus cher que ce qu'on l'avait, acheté, et ça nous a permis de partir sur d'autres projets. Ouais, et un truc qu'on oublie, souvent avec le logement, c'est que le logement, il devient vétuste avec le temps, et plus on garde longtemps un bien immobilier, plus on va avoir de problèmes et de réparations à faire. Mmh. Et en général, quand on quitte sa résidence principale, on l'a souvent un peu, on l'a bien utilisé, on l'a rincé pendant 10-15 ans. C'est pas mal de la revendre, de remettre son argent dans un bien, qui va être plus rentable et surtout plus neuf, plus enfin refait. On aura, refait toutes les galères avec, en faisant passer tout ça dans le financement, dans l'apport qu'on aura mis, plutôt que de subir après, la vétusté du logement qui arrive, forcément au bout d'un moment. Je sais pas, une porte à réparer, la chaudière qui claque, ce genre de truc. C'est pas mal au bout de, 7-10 ans de, entre guillemets, «refiler le problème à quelqu'un d'autre», quoi. C'est ça, des fois, il faut savoir se dire, récupérez l'argent là où vous pouvez le récupérer, et cet argent-là, vous allez pouvoir, faire des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus, rentables avec. Ne voulez pas voilà, ne gardez pas, constamment votre logement parce que, il y a, votre enfant qui est né dedans, vous avez eu certaines attaches dedans, et cetera. Il faut, à un moment donné, il faut se poser, mettez les chiffres, sur la table, faites une colonne pour et contre et voyez les avantages et les inconvénients, et vous allez vite vous rendre compte si oui ou non il faut garder ce bien. Mais dans, 90-95 des cas, c'est plus avantageux de vendre ce bien immobilier que de le garder, pour toutes les raisons qu'on a pu, énumérer Ouais, avec Mathieu. et ça fait une, transition toute trouvée sur un sujet que je voulais aborder, que j'ai oublié au début du podcast. C'est que quand tu vends ta résidence principale, que tu y es resté quelques années, il est quand même assez fréquent de prendre 100-150 000 ou 200 000 de plus-value. Bon, évidemment, pas si on a un tout petit studio, mais sur une résidence principale moyenne où on a vécu 10 ou 15 ans, c'est souvent le cas. Et on a eu contact avec notre banquier, à Jérôme, et moi cette semaine, qui nous confirme qu'en société, il finance les projets rentables avec 20% d'apport. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un projet rentable, il faut 120 € de loyer pour 100 € d'échéance de prêt. C'est ce que eux appellent un projet rentable, c'est-à-dire, je crois qu'un projet à 8% en moyenne, ça le fait, quoi. Ouais, je crois que ça fait Heu, ouais, peut-être moins même, ouais, ouais. Est-ce que dans les échéances, ils réintègrent, la taxe foncière, proratisée au mois? Je sais pas. Mais en gros, c'est ça. Donc ils appellent un taux de couverture de 120%, ce qui est faisable sur énormément de projets. Et il se trouve que hier, j'ai visité un centre de stockage à vendre, parce que je m'intéresse pas mal au sujet aujourd'hui. Et en fait, j'ai réalisé ce truc est à vendre 800 000 €. Il y a, 90 000 € de loyer annuel, enfin 86 000, bientôt 90, potentiellement 100 000 € de loyer annuel à faire. C'est déjà loué ou pas? C'est déjà loué. Il y D'accord. a, 2, box de 4 carrés qui sont pas loués. En fait, il y a un bâtiment qui est vraiment vieillot au milieu, qui fait un peu pourrave, et à côté 2 bâtiments de 2012 qui, bah, qui sont de 2012, donc récents, mais après c'est des box de stockage, donc c'est sûr ça fait pas rêver, tu vois? Mais bon, bah, c'est propre, ça fait son boulot. Et le mec a acheté ça pourri il y a 4 ans et il s'est fait chier à mettre la sécurité, l'incendie, les lecs, la barrière, enfin bref, il a optimisé et puis là, il hésite à revendre. Mais moi, du coup, en faisant un petit calcul simple, je me suis dit: «OK, notre banque nous demande 20% d'apport pour acheter ça. Ça fait 160 000 €». Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les calculs, mais ça fait 160 000 €. Il y a, plus ou moins 8 000 € de loyer à mensuel, entre 7 000 et 8 000, voire même un peu plus. Si, j'emprunte à 4%, avec 20% d'apport, je rembourse 5 000 € par mois à la banque, sur 15 ans, hein. Donc 15 ans, en plus, c'est cool parce que c'est court. Mmh. Pour, 7 500-8 000 € de loyer annuel. C'est à dire que je rentre 3 000 € de cash, on va dire 2 000 après, après Après paiement les de taxes charges. foncières Après les charges. et des 2-3 charges qu'il y a. Bah, je me dis 160 000, on a un appartement dans Nantes, il y a, 100-120 000 € de plus-value à prendre dedans, enfin de trésor récupéré. Cet appartement, il nous il nous rapporte que dalle, en fait. Il vaut, 200 000 €, il y a 800 € de loyer, c'est un placement parce qu'on sait qu'un jour on peut le revendre. Je dis 11 que je l'ai acheté avec Roxane. Tu vois, à 40 000 € à rajouter, on se retrouve avec un truc à 800 000 qui nous génère 2 000 € de cash flow mensuel sur une société évidemment, qui amortit 5 000 balles de prêt. Bah, en fait, si un gars comme moi, il a sa résidence principale à vendre, et qu'en fait il se dit: «Ouais, non, je vais la louer, 1 000 balles par mois», alors que, Alors que s'il ouais, prenait les 150 000 €, il les investit sur un truc qui en rapporte en cash flow plus que, ouais. le loyer, enfin bon,
Bah, c'est une bonne transition. Ça permet de bien évidemment mettre les chiffres sur la table et de bien vous faire comprendre que, en fait, c'est l'effet levier qu'on appelle, lever de la dette, en fait, auprès d'une banque, en fait. Vous allez investir l'argent que vous allez récupérer de la vente et cet argent-là, vous allez pouvoir le rajouter dans un apport de projet immobilier qui va vous, et clairement, qui va vous rapporter beaucoup plus d'argent que la résidence principale. Ça, c'est sûr et certain. Et ce qui est fou, c'est que juste avec le cash flow, qui est une partie minime du revenu, ça fait déjà 2 fois plus, voire 3 fois plus de revenus que, le loyer de l'appartement aujourd'hui. C'est fou. Non, c'est clairement, intéressant et puis beaucoup moins de gestion qu'un appartement, ça c'est sûr et Ah bah certain, ça je oui. pense. Beaucoup moins de gestion, beaucoup moins d'imprévus, de travaux ou autres à mettre en place, ce genre de choses et ça te permet de lever, 800 000 € auprès d'une banque, quoi. C'est Alors que ça. tu avais, Après, 150 000 € dans un appartement. ce qui est sûr, c'est que si vous avez 70 ans, que vous avez plus envie de vous embêter, bon, ça s'entend de garder le bien, mais à ce moment-là, pourquoi pas le vendre, mettre tout, je sais pas, en bourse, en placement long terme, ou même sur des fonds, placés à parce que quand ta résidence principale, elle te rapporte 4 par an et qu'un fonds garanti par l'État te rapporte 4 par an, Pas moi s'emmerder, hein. je mets tout sur un fonds garanti par l'État, hein. Je vais pas m'embêter à gérer les impayés, les je sais pas, les ampoules à changer parce que le gars, il sait pas dévisser une ampoule. Enfin bon, il y a toutes ces petites réflexions-là qui rentrent en compte. On va pouvoir enchaîner sur un autre sujet, une autre fausse bonne idée, qui est toute bien trouvée aussi, c'est acheter cash et ne pas profiter du levier des banques. Ah bah, justement, on est en plein dedans. On est en plein On dedans. est on est en plein dedans, c'est une très bonne transition. Clairement, bah, c'est un peu comme on disait juste précédemment, vous allez vous rendre compte que, si vous avez de l'argent aujourd'hui à l'instant T, vous avez de l'épargne et que vous réinvestissez cet argent, vous allez utiliser cet argent en apport dans un projet immobilier auprès d'une banque pour lever de la dette, vous allez avoir un complément de revenu largement plus important que le fait d'acheter un bien cash et d'avoir des revenus, avec ce bien-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, ça va dépendre de votre taux d'endettement. Là, on vous parle d'une banque, qui fait clairement pas attention au taux d'endettement, qui va pas regarder le taux d'endettement. Ce qu'elle va regarder, ça va être la rentabilité de votre projet et ça va être l'apport minimum que vous allez devoir mettre dans le projet. Il faut avoir ce genre de contact. Si vous n'avez pas ce genre de contact, c'est plus compliqué, ça c'est sûr et certain. Là, c'est parce qu'avec Mathieu, on a intégré une banque. Cette banque nous permet de pouvoir faire ce type de projet. Si vous allez voir une banque lambda, c'est peut-être différent, c'est peut-être plus compliqué. Et encore, il y en a certains, je pense, qui ont un peu les mêmes règles parce que, ils ont besoin aussi de récupérer des Bah, clients. si eux le font, ils sont pas, plus forts que les autres. Il y a forcément Exactement. d'autres banques pro qui financent avec 20 d'apport. C'est sûr. Exactement, exactement. Sauf que voilà, il vous demande 20 d'apport, il vous demande beaucoup plus d'apport qu'une banque classique qui va vous demander 5 à 10 d'apport. Là, il vous demande comme on dit, c'est donnant-donnant. La banque, elle veut bien vous faire confiance et vous prêter de l'argent, mais elle veut que vous ayez un minimum d'investissement dans ce projet pour, prouver votre bonne foi et votre investissement dans le projet, donc elle vous demande 20. Donc voilà, c'est pour ça qu'on revient sur le sujet de, faut-il acheter cash ou lever de la dette? Et beh, avec minimum, par exemple, Mathieu, là, il va récupérer 140 ou 150 000 €, beh, il va pouvoir lever 800 000 € auprès d'une banque et avoir 8 000 € de loyer par mois et ça te fait 5 000 € de crédit, c'est ça par mois? Ouais, c'est ça. Bon, 5 000 malheureusement, € de crédit. l'appartement, il est pas encore vendu, mais c'est une Ouais, idée qui mais me voilà, c'est un traverserait, exemple, c'est au mais moins un exemple chiffré. je le ferai bien. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut jamais acheter d'immobilier cash, sauf, enfin, pour moi, il y a une raison de le faire, c'est quand on fait du marchand de biens, Ouais. qu'on a, vraiment beaucoup de cash disponible, et en plus, on n'est d'ailleurs pas obligé d'acheter cash puisqu'on peut faire de la vente à terme, mais c'est un sujet un peu différent. Mais je prendrais le risque en tant que marchand de biens de dire: «Je me positionne cash sur, l'appartement ou l'immeuble que je visite». Par contre, évidemment, l'offre, elle est en conséquence, c'est-à-dire que c'est peut-être un moins 40 qui arrive, mais le paiement peut être fait dans une semaine. Bon, même s'il y a les délais de notaire, et cetera, mais tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi la seule raison d'acheter l'immobilier cash et surtout ce cash, il est immobilisé très, pas très longtemps puisque le Pas très projet, il longtemps. sera revendu peut-être la semaine d'après l'achat ou dans les 6 mois. Tout à fait. C'est Mais c'est 2 métiers différents qui se font mieux. Ouais, acheter du locatif cash, ça a pas de sens. ça a clairement pas de sens parce qu'en plus de ça, quand vous avez des intérêts, beh, ça crée des charges, en fait. C'est ce qu'il y a quand on fait de l'investissement locatif, le but et l'objectif, c'est clairement que ces revenus complémentaires, ne soient pas imposés parce qu'autrement, ça va vous rajouter de l'imposition. Donc pour que ces revenus complémentaires ne soient pas imposés, donc pour que vous ne soyez pas en bénéfice, mais que vous soyez plutôt en déficit, il faut que vous ayez des charges en face de vos loyers et donc le crédit sera aussi une source de charges mensuelles et à la fin de l'année, pour éviter de payer de l'imposition parce que vous allez avoir des intérêts. Parce que, comme on dit régulièrement, si imaginons vous avez un projet, qui n'a plus, du tout de crédit, et beh, le plus intéressant,
peut-être, il faut regarder un peu les chiffres, bah, vous avez plus de crédit sur ce projet-là. Peut-être que de racheter ce projet-là que vous aviez en nom propre via une société ou avec ces sociétés-là, vous allez faire appel à un crédit, vous allez créer d'autres charges et vous allez pouvoir récupérer de l'argent aussi en nom propre. Là, je pars un peu dans autre chose, mais c'est un peu l'idée. C'est toujours rester dans l'idée que si vous avez du cash à récupérer, gardez votre cash. Mettez le minimum possible dans un projet immobilier, dans un projet locatif. Bien évidemment, le but, c'est le capital restant dû soit réduit au maximum, mais via le locataire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'avantage et le premier atout de la location, c'est que ce soit votre locataire qui paye votre crédit immobilier. Si le locataire, il paye et vous encaissez directement l'argent, mais il ne paye pas réellement le crédit immobilier, vous gagnez beaucoup moins d'argent. Là, le but, c'est imaginons, vous avez un loyer à 500 euros et vous avez un crédit à 500 euros. Je prends vraiment une affaire nulle. Bah, ça veut dire que tous les mois, c'est votre locataire qui rembourse votre crédit. Donc tous les mois, c'est votre locataire qui paye votre appartement. Donc dans 20 ans, dans 15, 20 ou 25 ans, vous allez être propriétaire d'un appartement qui a été payé par vos locataires. Ah bah ça c'est clair et d'ailleurs ça me fait penser, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai dit exactement cette phrase: «C'est le locataire qui paye votre crédit». Mmh. Bon, tu imagines bien les réactions sur les réseaux sociaux: «Ouais, vous êtes des parasites et tout». Bon, j'ai un peu fait exprès de le dire comme ça parce que je sais très bien les réactions qu'il va y Bah, avoir. c'est pourtant la vérité, hein, malheureusement. Enfin Mais c'est la malheureusement, non. vérité Mmh. et puis, tous ces gens-là, j'ai envie de vous dire, mais quand on est étudiant et qu'on va 1 an dans une ville, s'il y a pas de propriétaire pour louer, on fait comment? On est obligé d'acheter un appartement? Roxane, elle loue sa maison à Nantes, surtout à des familles qui, en fait, elle est idéalement placée, notamment à côté de l'école internationale. C'est souvent des familles qui sont là pour, 1 an, qui, ont été mutées à Nantes pour bosser dans l'industrie, qui veulent louer une maison pendant 1 an avant de trouver une autre maison à acheter. Et ça veut dire que ces gens-là, pendant 1 an, il faudrait qu'ils fassent quoi, s'ils peuvent pas, être sur place et acheter? Il faudrait qu'ils aillent à l'hôtel. Enfin, tu vois, il Ouais. y a Hôtel et tente quechua, c'est pas mal aussi. ouais et puis il y a plein de gens qui sont ravis de louer des logements, ils les prennent pour 2, 3 ans, après ils se barrent, ils ont aucune attache. Enfin bon, ouais. Il y en a, ils préfèrent être en location, hein, parce qu'ils Ah n'ont bah pas oui, Michel Darwin, l'engagement, par exemple. ouais, il y en a, ils préfèrent, hein, clairement. C'est pour ça que, il y en a, ils préfèrent être en location, il y en a, ils préfèrent être propriétaires. Pourquoi ils préfèrent être en location? Parce qu'ils se disent: «Mais au moins, j'ai pas d'attachement. Si je veux partir du jour au lendemain, je pars». Bon, bien sûr, il y a un préavis, mais ils peuvent partir, ils ont pas besoin de vendre, ils ont pas besoin de mettre en location, ils ont pas besoin de tout ça, ils ont pas de cette charge mentale et en soi, tant mieux parce qu'il en faut des locataires et nous, on en a besoin et même si on en fait de moins en moins et moi, clairement, j'en fais plus de nouveaux, ça, c'est sûr et certain parce que c'est plus du tout un domaine que je veux exploiter, mais c'est pour moi un domaine d'exploitation pour les gens qui veulent se faire du patrimoine sans avoir de gestion. Moi, imaginons, nous, par exemple, si on prend l'exemple de la GM Academy, si on a un élève dans la GM Academy qui nous dit, ben, je prends cet exemple parce qu'on en a un, qui nous dit, voilà, clairement, Jérôme et Mathieu, mon objectif, c'est, voilà, moi, je ne veux pas m'embêter aujourd'hui, de gagner de l'argent aujourd'hui à l'instant T, je m'en fiche un petit peu. Mon objectif, c'est dans 15-20 ans, je veux avoir du patrimoine immobilier. OK. Donc lui, son objectif, en fait, c'est d'acheter un bien immobilier, de mettre des locataires dedans, d'avoir une location à l'année sans se prendre la tête, de faire gérer par une agence immobilière, comme ça au moins elle prend 5-6% par mois, il s'occupe de rien. Et dans 15, 20 ou 25 ans, ça dépend, on va plus vous orienter vers du 20, vers du 20 ans pour éviter un peu trop les frais d'intérêt. Eh ben, vous allez avoir un appartement ou un bien ou un immeuble ou autre qui a été payé directement par les locataires. Donc c'est clairement le locataire pardon, qui a payé le logement. Donc pour lui, ça lui crée du patrimoine et au moins, il pourra payer les études de ses enfants plus tard, il pourra faire des donations par la suite, il pourra gérer tout ça, mais il aura pu investir dans l'immobilier. Ah bah, c'est clair et on n'a pas, tous la volonté de pas si on veut faire de l'immobilier pour gagner beaucoup plus d'argent maintenant tout de suite, bah, il faut quand même se sortir les doigts et puis passer vraiment à l'action, quoi. C'est pas du passif, hein. C'est pour ça que nous, ce qu'on appuie beaucoup là-dessus, c'est l'audit personnalisé qu'on peut faire avec nos participants parce que suivant ce qui nous évoque, suivant leurs objectifs, eh ben, on va les orienter vers une typologie de stratégie vraiment différente. Et on peut le voir, nous, on a des profils complètement différents. On en a, ils veulent tout plaquer, ils veulent juste vivre de l'immobilier. Il y en a, ils n'ont pas le temps pour l'immobilier, ils veulent juste faire du patrimoine. Il y en a, ils veulent faire de l'achat-revente, du marchand. C'est suivant les typologies de personnes parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez réellement gagner de l'argent aujourd'hui à l'instant T dans l'immobilier, dès votre premier achat immobilier, mais il va falloir générer du temps et avoir du temps pour cette gestion-là, pour cette recherche-là, pour l'organisation, pour tout. Ça prend énormément de temps. Ouais et ce qui est sûr, c'est que je vois très bien de qui tu parles, Ouais. là, la personne de la JM Academy et la strat qu'on lui a donnée, elle est encore plus poussée que ça. C'est-à-dire qu'on lui a donné une zone de recherche, les contacts à contacter, la typologie de biens très spécifique et ce qui est sûr, c'est que lui, si, il met en place la strat, dans 10, 15 ans, il aura le même niveau de vie et il aura, plus besoin de travailler ou à la marge gérer un peu ses locataires.
quoique, vu le type de locataire, sur lequel on l'oriente, il sera tranquille. Il sera Il tranquille. aura le même niveau de vie, il se sera pas trop embêté et on l'aura bien guidé pour que, dans 15 ans, il soit peinard. Tout à Ce fait. qui diffère complètement de d'autres qui, veulent genre là, enfin, je pense notamment, il y en a une, qui est à côté de chez moi, qu'on a rencontrée en apéro IMO, qui elle veut en faire son métier à plein temps. Et alors, c'est évidemment pas du tout la même stratégie. Elle, pas de locatif, c'est full marchand de biens, les contacts. On en a parlé d'ailleurs, hier au téléphone, je te l'ai pas dit, mais pour la rassurer sur les mises en relation qu'on peut faire et notamment sur le fait que on a les partenaires dans notre réseau qui vont pouvoir financer tous ces projets donc elle se met, all-in dessus, là et c'est marrant de voir qu'il y a 2 stratégies complètement différentes, mais adaptées aux 2 personnes et je pense que ces 2 personnes vont réussir, de carrément, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on insiste souvent en disant qu'il y a pas une seule stratégie, il y a pas une seule façon de faire. C'est pas fait de l'immeuble de rapport, c'est pas fait de la Non, LCD, c'est pas fait du c'est clair. marchand. Chaque personnalité est différente, chaque projet est différent, suivant votre localisation, il y a une typologie, une stratégie à mettre en place et le temps et l'investissement que vous avez à y accorder parce que, si vous êtes réellement passionné de l'immobilier comme Mathieu et moi, et beh, oui, on peut prendre notre temps et on peut, toute la journée, aller chercher des biens, aller visiter et cetera. Mais si votre métier aujourd'hui à l'instant T vous va très bien, vous plaît, votre vie en termes de, rémunération, vous satisfait aussi, il n'y a pas de raison de s'embêter à vouloir, créer encore plus d'argent à l'instant T. Parce qu'en fait, comment vous allez avoir plus de rentabilité et plus d'argent aujourd'hui ou demain? Mais c'est en prenant plus de risques et peut-être que ces gens-là, eh beh, ce risque-là, ils ont pas les épaules pour prendre ce risque-là ou alors ils ont pas le temps de prendre ce risque-là ou ils ont pas la confiance de prendre ce risque-là. Donc il y a aucun intérêt de les orienter là-dedans. Le but, c'est pas de leur rajouter un métier complémentaire, de leur rajouter de la pression complémentaire, c'est juste investir dans l'immobilier. Moi, il me l'a dit, c'est clairement ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit: «Jérôme, je veux que dans 20 ans, j'ai du patrimoine immobilier pour mes enfants». Voilà clairement sa Il stratégie. sera il sera très bien. Là, il sait très bien. Là, il fait un premier investissement, qui est un très bel investissement, très bel achat et voilà, il a trouvé, on a fait pas mal sa stratégie, on l'a vu ensemble. Il a visité pendant, 2-3 mois énormément de biens immobiliers. Voilà, il a trouvé, on a réussi à négocier. Là, maintenant, il a fait passer la société travaux, avec qui on l'a mis en contact. Il va signer le compromis. Voilà, ça se passe très, très bien. C'est suivant la stratégie de chacun. Ouais et en plus quand vous je veux pas cracher sur les confrères formateurs, parce qu'on peut dire qu'on est des villes formateurs immobiliers maintenant, mais on peut pas, uniquement se focaliser sur une stratégie, ou une stratégie très restreinte. J'ai notamment la LCD atypique qui me vient en tête, mais c'est pas du tout, pour cibler que ça. Ça peut être l'immeuble de rapport ou je sais pas, ou les rénovations de passoires énergétiques. Parce qu'en fait, la réglementation, elle évolue, il peut se passer des choses et si on est spécialisé, uniquement dans la LCD, par exemple, peut-être que du jour au lendemain, c'est interdit en France, tu vois? C'est ça. Il faut pas mettre tous les œufs dans Voilà, le même panier, quoi. C'est ce qu'on quand dit, tu as que ça, il faut pas oublier que pour avoir un patrimoine solide et être vraiment très bien à long terme, faut aussi diversifier un peu. Alors, faut se spécialiser dans un domaine, mais faut pas oublier qu'il y a quand même plein d'autres choses à faire à côté pour, multiplier les sources de revenus, consolider le patrimoine, et dormir, tranquillement la nuit. Parce que là, ceux qui sont full LCD que dans des grandes villes, LCD, location courte durée pour les profanes, je pense qu'ils passent pas forcément de très bonnes nuits en se disant que peut-être qu'après les JO, le gouvernement va mettre le holà parce que, ça râle beaucoup. Après, c'est sûr que le Français moyen pense que Airbnb vole les logements de tous les Français alors qu'il y a 400 000 locations courte durée pour, 3 millions de logements vacants, mais ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'il faut, avoir des stratégies assez ouvertes. Alors, ah on va c'est enchaîner sur ouais. d'autres questions parce que le temps file Ah oui, exactement. et on a encore, pas beaucoup de temps. J'ai, un autre sujet, alors on va le faire très rapidement, qui rejoint celui, d'avant, c'est, mettre beaucoup d'apports pour avoir un meilleur cash flow. Ça rejoint un peu, ce côté effet de levier. À mon sens, plus de 20 d'apport, faut pas le faire et 20 d'apport, on peut se le permettre au bout d'un moment où on a quand même des revenus assez conséquents ou des arbitrages qui permettent de faire, bah, le type de montage, dont je parlais avant. Ouais, ça revient au même, ça se rapproche de la question précédente. Mettez de l'apport, oui, parce que c'est important quand même d'avoir un capital restendu qui est pas non plus, trop gros, bien évidemment, parce que le but en soi, c'est d'avoir un bien immobilier qui est payé. Mais n'en mettez pas trop, par principe. Mettez juste le minimum que la banque vous demandera. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on explique et ce qu'on conseille à nos participants, c'est vous mettez 5 à 10 maximum quand ils ont un taux d'endettement qui est réglementé.
Là, pour les 20%, c'est dans un cas différent. Mais quand ils ont pas de crédit immobilier aujourd'hui à l'instant T, ils ont un taux d'endettement qui est raisonnable, mais on leur conseille et on les oriente vers du 5 à 10% au maximum, de façon à utiliser au maximum l'effet levier de la banque. C'est ça. Et une des vertus de mettre de l'apport, c'est quand même que ça vous permet d'être financé, donc c'est quand même pas mal. Tout à fait. Et je rebondis sur le cash flow. C'est une notion où je vois pas mal d'investisseurs qui disent: «C'est un bon projet vu que j'ai beaucoup de cash flow». Le cash flow ne détermine pas si c'est un bon projet ou pas. C'est Ouais. peut-être un bon projet pour vos comptes à un instant T, là, à court terme, mais un projet avec beaucoup de cash flow peut être un projet qui vous fait perdre de l'argent. Parce que si vous l'achetez trop cher et que vous le revendez moins cher à la sortie, vous avez perdu de l'argent et peut-être que, vous avez un bon cash flow, mais vous avez une mauvaise rentabilité. Il ne faut pas se focaliser que sur ça. Le cash flow, c'est très agréable, maintenant tout de suite, mais à long terme, c'est pas le plus optimisé. Il faut, et en fait, il faut vraiment regarder ça entre quand il y a un gars, il vous dit, «Mais j'ai 1 500 € de cash flow» et l'autre qui te dit: «Ah moi je suis qu'à 100 ou 200». Premièrement, le gars qui a 1 500 € de cash flow, est-ce qu'il est pas toujours en différé total? Peut-être qu'il a même pas son crédit, il est peut-être en différé total. Ouais. Deuxièmement, peut-être qu'il a clairement pas de crédit, donc c'est comme s'il était en différé total, on va dire en termes de chiffres. Donc c'est vraiment cash flow, ça veut tout rien dire. Faut vraiment comparer 2 situations, vraiment identiques, parce que ça peut être complètement différent entre les deux. Et la première chose, j'étais en train de réfléchir à quoi je voulais en arriver, et la première chose, quand vous achetez un bien immobilier, la première chose à regarder, c'est le prix du marché. Avant de regarder, de calculer la rentabilité, calculer le cash flow que vous allez avoir, est-ce que vous êtes bien au niveau du prix du marché? Est-ce que demain, si vous revendez pour une raison X ou Y, vous avez besoin de revendre ce bien-là, est-ce que vous récupérez votre argent? C'est vraiment le Oh, premier truc. j'ai vu un truc ce matin. Je sais pas si tu es dans le groupe, Grosse Renta Imo ou Club des Rentiers, je sais plus sur lequel c'était. Non, je Une connais meuf qui met un commentaire en disant: «Ouais, j'ai un pote qui vend un appartement à Montigny-le-Bretonneux, 200 000, il y a, 20 ou 25 000 € de loyer en LCD, 10 ouah, c'est magique et tout». Et en fait, le mec, il vend sur une base de rendement à 10 et si tu regardes par rapport au prix du marché, le marché en vaut 4 000 dans le coin et là, le prix qu'il en demande, c'est 8 000 € du mètre carré. ouais, il a mis une rentabilité, quoi. Bah, il a mis juste une rentabilité, mais alors ça, il faut faire vraiment gaffe parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se dire: «Oh, c'est incroyable, le rendement qu'il y a» et ils se rendent pas compte qu'ils achètent 2 fois au-dessus du prix du marché. Donc ça, faut y faire gaffe. C'est pour ça, faites vraiment attention. Le premier truc à regarder, avant de regarder les chiffres, le cash flow, tout ça, regardez le prix du marché. Le prix du marché, ça vaut 4 000 € du mètre. OK, ben j'achète soit en dessous de 4 000, soit à 4 000 maximum. Mais en général, on va vous dire en dessous de 4 000 parce que tu as les frais d'acquisition, tu as des frais, tu as des imprévus. Et si tu revends, il ne faut pas que tu perdes d'argent. Donc si le gars, il te dit, tu as 15% de renta, mais tu achètes à 5 000 6 000 € du mètre, n'y allez pas. N'y allez pas parce que peut-être que tu vas gagner entre guillemets de l'argent, tu es rentable. Mais si tu dois revendre parce que tu as besoin d'argent demain, mais tu vas perdre de l'argent. Donc, tout ce que tu auras soi-disant gagné en cash flow, tu vas tout perdre d'un coup, clairement. Donc, la priorité de l'achat, c'est acheter en dessous du marché. C'est la priorité. C'est la règle numéro 1. Ouais, ça, c'est clair. J'ai un autre sujet qui, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé une fois, du côté vendeur, c'est vouloir squeezer l'agent immobilier. Alors je reformule, c'est, quand on achète, on veut pas payer les frais d'agence immobilière, donc on contacte en direct. Jérôme vend sa maison via une agence, vous allez contacter directement Jérôme après avoir visité avec l'agent immobilier pour économiser 5 000 ou 10 000 € ou 20 000 € de frais d'agence et ça, c'est une vraie idée à la con. Ouais. C'est clairement une idée à la con. Mathieu, on en a parlé avec Erwan sur le podcast, qui est agent immobilier et qu'on fera intervenir d'ailleurs dans la JM Ah la rentrée, Academy. il est très, très chaud. D'ailleurs, Ouais. podcast sur lequel on a eu beaucoup de très bons retours. Ouais, Lui en a eu aussi, il était, hyper content et d'ailleurs, il a eu 2 contacts qualifiés d'agents immobiliers qui vont rentrer dans son réseau, trop bien. via le podcast. C'est marrant. Excellent. Donc Excellent. trop cool. Mais doubler l'agent immobilier, pour Ouais. nous, investisseurs alors déjà, même si dans n'importe quelle situation, vous êtes des gros enfoirés si vous le faites, c'est son boulot, il fait ça bien normalement, alors sauf si le gars, il est vraiment nul, mais dans la majorité des cas, c'est son boulot, il fait ça pour bouffer, il fait ça bien, si vous faites ça, vous avez aucun respect de son travail, donc vous êtes des gros nazes et après en tant qu'investisseur, la principale personne qui va vous apporter des affaires, c'est, bah, c'est l'agent immobilier. L'agent immobilier. Donc quand vous vous dites: «Bah, je vais le doubler pour économiser ses frais d'agence», vous êtes tranquille, vous êtes blacklisté. En plus, les agences immobilières, c'est un tout petit monde, les mecs, ils se connaissent, donc ils peuvent, parfois s'échanger les noms. Pour moi, c'est la pire idée qui soit quand on est investisseur. C'est une idée à la con. En fait, ça dépend. Si vous voulez acheter un seul bien dans votre vie et puis fini, vous en parlez plus, pourquoi pas. Mais si votre objectif, c'est de tenir dans la durée et de pas faire juste du one shot, c'est clairement une connerie parce que
On l'explique assez régulièrement avec Mathieu, c'est du win-win en fait. L'idée, c'est que l'agent immobilier gagne et aussi vous gagnez de l'argent. Si vous voulez que vous gagner de l'argent, c'est comme avec le banquier. Si tu veux que toi gagner de l'argent, l'agent immobilier, il a aucune raison de revenir vers toi. Si jamais il voit que Mathieu Paco ou Jérôme Berger, heu, ils reversent constamment les honoraires, ils, remettent à la vente les biens immobiliers via cet agent immobilier, il va se dire: «Bah, écoute, moi avec Mathieu et avec Jérôme, je sais que je gagne de l'argent, je sais qu'ils sont réactifs, qu'ils sont professionnels, qui savent me donner une réponse rapidement et je sais qu'avec eux, mes honoraires, je les ai». Donc clairement, qu'est-ce qui va lui, son raisonnement, ça va être quoi? Ça va être: «OK, j'ai un bien qui rentre et je vais appeler les gens les plus fiables en priorité». S'il y en a un qui a essayé de le court-circuiter sur un projet, mais clairement, il va pas vouloir revenir avec lui. Donc, c'est vraiment une très, très, très mauvaise idée de vouloir faire ça parce que vous allez pas tenir dans le temps, en fait, et les agents immobiliers, vous allez pas les garder auprès de vous. Non, puis c'est débile, c'est l'agent immobilier, une fois qu'il voit que vous êtes bien, vous avez un bon feeling, ça devient presque votre pote. Quand il a une bonne affaire, il vous appelle et ça vaut tout l'or du monde. Je me souviens quand j'ai vendu mon studio dans Nantes, je voulais vendre en direct, bon, sans me rendre compte que en fait, gérer une vente en direct, c'est quand même un sacré bordel entre les visites, les documents et tout ça et j'ai une agence qui me contacte. Je sais pas pourquoi je me laisse séduire et convaincre par la fille. Elle me dit: «Bah, c'est bon, j'ai des clients, vous me filez les clés, je visite sans mandat». Elle visite, les clients font une offre, je dis: «OK». 2 heures après, ils annulent l'offre. Elle me dit: «Bah, ils se rétractent» et ils me contactent en direct sur Le Bon Coin, les mecs, parce qu'ils avaient retrouvé l'annonce. Bon, tu vois comment je peux parler, un peu un langage châtié. Je les ai un peu envoyés chier et il se trouve que cet agent immobilier, alors que j'aurais pu, ils m'ont dit: «Bah, en fait, 172 000, on vous paye finalement 180 000, comme ça, vous récupérez la moitié des frais d'agence dans votre poche». Je te les ai envoyés chier, mon gars. Ouais. L'agent immobilier, je lui ai dit: «Bon, bah, voilà, il s'est passé ça, donc vous pouvez les dégager de votre liste de clients». Elle m'a revendu le bien, le soir même. Après, c'était la bonne période, bien placé et tout. Elle m'a renvoyé, plusieurs autres trucs. Elle nous a revendu une maison, on a fait, 30 ou 40 000 de marge avec Roxane sans même, sans rien faire. On l'a acheté, on l'a revendu. Elle a renvoyé un appart, qui est dans Nantes. Bah, l'appartement à revendre, là où on a 140 000 € à prendre ou 120 000, bah, c'est celui-là. Elle nous envoie des trucs, elle est au top et tout. Alors que si on l'avait squeezé, Bah, oui. on se serait fait éclater et en plus, cet agent, je ne le savais pas à ce moment-là, travaille pour, le plus gros ou l'un des plus gros marchands de biens nantais de cette dernière décennie. Donc autant dire que pour te cramer le réseau, ça C'est aurait nickel. été nickel. Ouais, c'est pour viser à long terme, en fait. Faut pas viser, à court terme. Faut voir les choses un peu plus lointaines, se dire: c'est un partenariat, en fait. Votre agent immobilier, c'est vraiment un partenaire avec qui vous allez travailler main dans la main. Lui, peut-être que des fois, il sera pas hyper compétent, peut-être que des fois, il va pas vous expliquer tout ce que vous voulez savoir sur le bien immobilier. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a du réseau, il a un carnet d'adresses, donc il peut vous apporter des biens, hyper intéressants, hyper rentables. Donc l'idée, c'est que c'est votre partenaire, il est là pour gagner de l'argent, vous êtes là pour gagner de l'argent. Donc travaillez main dans la main avec eux et n'essayez pas de les squeezer parce que clairement ça va se retourner contre vous, clairement. Non, mais ça, c'est clair. Donc ça, on fait pas, et c'est valable avec tous les contacts de votre réseau, sauf s'ils vous font une crasse énorme, hein. Tout à fait. Autre sujet, la division officieuse. Est-ce qu'on fait des divisions officieuses pour louer ou pas? Moi, je suis pas partisan du tout de ça, mais d'ailleurs, je suis en train d'en faire une division, d'un de mes biens. Pourquoi je suis pas partisan? Ça dépend ce que vous voulez faire, en fait. Parce que si vous voulez faire de la division de lot, pour du locatif classique, premièrement, vous êtes dans l'illégalité. Parce que si vous faites de la division officieuse, ça veut dire que vous avez qu'un seul compteur électrique pour les 2 appartements, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité, donc vous êtes dans l'illégalité, premièrement. Donc si tu fais du Airbnb, ça peut passer, mais par contre, au moment de la revente, vous allez être, baisé parce que vous allez vendre qu'un lot et pas 2 lots. Donc, clairement, la division officieuse, pour moi, ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Pensez toujours pareil, à un coup d'avance. Pensez toujours à l'étape d'après. Quel est votre objectif par la suite? Aujourd'hui, à l'instant T, tu vois une division officieuse. Pourquoi? Parce que tu veux éviter les démarches administratives, tu veux gagner plus d'argent aujourd'hui à l'instant T. Mais réfléchis à te dire: OK, quand je vais revendre, comment ça va se passer? Bah non, j'ai qu'un compteur et pas 2. J'ai une division de lots qui est pas officielle, donc ça veut dire que j'ai qu'un lot à revendre et pas 2 lots. Et ça veut dire que ça peut, freiner certains acquéreurs, donc ça réduit l'entonnoir. Donc ça veut dire que ta revente sera moins intéressante et a un potentiel de vente beaucoup moins élevé que si tu avais vraiment fait les démarches, à l'instant T. Ouais, il y a un moment qu'on oublie toujours quand on achète, c'est le moment où on va revendre, bah, sauf quand on est marchand de biens. Et en fait, tout ce que vous allez faire un peu, officieusement à ce moment-là, ça va vous retomber dessus en pleine face au moment où vous allez revendre. Ou le notaire, votre notaire, il va peut-être être un peu conciliant. Le notaire des vendeurs, enfin des acheteurs, il va pas vous rater. Il va vous dire: Jamais. «Mais monsieur,
Division officieuse, nous, on n'en veut pas, va falloir mettre tout ça aux normes. Si jamais vous avez un énorme pépin, par exemple un incendie avec quelqu'un ou 2 personnes qui meurent, je dis pas que vous serez pas couverts, mais imaginons que dans cette division officieuse, il y a un petit peu de travaux mal faits en plus. Ça peut être du pénal, enfin, ça peut vraiment mal se finir. Vous avez un locataire qui vous paye pas et vous êtes en garantie visale, par exemple. Ils se rendent compte que la division est officieuse, Mmh. que, finalement, il y a un peu d'illégalité dans la gération de l'appartement. Bah, ils vont pas vous payer votre loyer. Tout à fait. Vous allez être emmerdé. L'urbanisme va peut-être mettre le nez dedans un jour en disant, en vous requalifiant de marchand de sommeil. Alors là, je tombe vraiment dans les extrêmes, mais vous serez emmerdé. Le seul moment où c'est agréable, c'est au début pour mettre en location parce que, bah, oui, en effet, il y a rien à faire. C'est ça. Ouais, mais J'ai après c'est la galère. C'est la facilité, en fait. Il y en a beaucoup, en fait, leur objectif, c'est de viser la facilité. Ils se disent: «Oh non, c'est de la démarche administrative. Oh non, j'ai la colonne technique, peut-être que j'ai pas assez pour rajouter un compteur élec. Oh non, j'ai pas la place de parking, machin». Donc, anticiper tout ça, anticiper. La première chose, moi, quand j'achète un bien immobilier, je pense direct à la revente. Direct, c'est mon premier. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être pas pour objectif de le revendre de suite, mais un jour ou l'autre, je revendrai ce bien, c'est sûr et certain, parce que dans mon patrimoine, je garde 5, 6, 7 ans maximum et à un moment donné, j'arbitre, je récupère et je pars sur autre chose. Donc un jour ou l'autre, je vais devoir revendre. Et s'il y a quelque chose qui me freine à moi en tant qu'acquéreur, ça va freiner les autres acquéreurs. Donc pensez-y, pour, on va dire, augmenter au maximum le potentiel. Là, on le voit, nous, on avait un plateau qui faisait 105 mètres carrés. J'en ai parlé plusieurs fois. On le divise en 2 appartements et on a fait 2 divisions officielles. On est passé par l'urbanisme. On a rajouté un compteur électrique complémentaire pour l'appartement concret. Pourquoi? Parce que si un jour on a besoin de revendre un des lots pour une raison X ou Y, ben, on sait très bien qu'on pourra revendre ce lot-là indépendamment du reste parce qu'il est complètement, c'est officiel. C'est une division qui est complètement officielle. Je crois que tu as quelqu'un qui te vole une échelle dans la chambre, derrière. C'est pas grave, elle peut passer, hein. Elle met un drap, on fait un fantôme qui passe. Il y a un fantôme. Ouais, et en plus, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est quand on fait une division officieuse, bon, bah, on gagne du temps, et on s'embête pas. Mais quand on fait une division officielle, on apporte beaucoup de valeur au bien. Ah mais attends, elle est passée en rampant? J'ai vu la porte se fermer. Ou sinon, il y a un fantôme dans ta maison. Il y a un Ah, fantôme dans la je maison. suis mort. Elle est passée. Je me suis dit: «Non». J'ai vu la porte fermée. Ah, c'est Heu, incroyable ce qui vient de se passer. Putain, ça ferait une trop bonne vidéo sur Insta, ça. Ah Margot, tu m'as régalé. donc ouais, donc évitez la division officieuse, partez sur de l'officiel, toujours de l'officiel. Évitez de faire ce genre de choses. Heu, voilà, nous je sais que le premier immeuble que j'ai acheté, c'était ça, c'était de la division officieuse que le gars avait fait. Moi, j'étais complètement inexpérimenté à l'époque, mais c'était rentable, donc j'étais content et cetera. Mais quand j'ai revendu, j'ai Ah, réussi à c'est revendre, légal. mais c'était un peu plus compliqué parce que, l'acquéreur, c'est ce qu'il disait. Il fait: «Bah, attendez, il y a», moi je le savais même moi-même, hein. Attends, je suis en train de dire une connerie. Quand j'ai revendu, non, j'ai fait rajouter les compteurs. C'est moi qui avais Ouais. fait les démarches. Non, non, j'ai fait rajouter les compteurs parce que je me rappelle que j'avais galéré avec Enedis sur place et cetera. Donc en fait, j'avais acheté, moi, il y avait pas tous les compteurs, je crois qu'il en manquait un ou 2, je crois. Il devait en manquer 2. Un pour les parties communes et un pour un appartement au dernier étage. Et en fait, moi, quand j'ai vendu, j'ai préféré, tout officialiser. Donc j'ai rajouté un compteur pour les parties communes et j'ai rajouté un compteur, pour le dernier étage. Je n'en avais pas besoin vraiment à l'instant T. Pourquoi? Parce que je faisais pas de la location classique à l'année, je faisais de la location courte durée. Donc quand vous faites de la location courte durée, que ça soit toi qui payes l'électricité, c'est normal, donc on s'en fout. Mais si tu fais de la location à l'année, il faut absolument que le locataire, il ait son compteur EDF, dédié, à lui, parce que c'est lui qui va payer son électricité. Parce que s'il a pas son compteur, ça veut dire que c'est le propriétaire qui paye, et ensuite, c'est le locataire qui reverse après le Qui remboursement. reverse d'accord, ouais, mais en fait, tout bêtement et malheureusement, je sais pas pourquoi, c'est illégal. On n'a pas le droit de revendre l'électricité en France. Ouais, tu pas le droit de revendre l'électricité. Non, non, tout à fait, tu pas, donc en gros, si tu pas de compteur, dédié, ça veut dire que tu revends l'électricité, donc c'est totalement illégal. C'est ça, faut le bannir directement de votre, tête. À partir du moment où vous avez un appartement qui a pas un compteur qui est dédié, vous pouvez faire comprendre aux vendeurs ou à l'agent immobilier que c'est dans l'illégalité parce que vous avez pas le droit de revendre de l'électricité. Ouais, et malheureusement, c'est le cas dans beaucoup d'immeubles en France. J'en ai moi-même un où il y a un seul compteur pour 3 locataires, et dans ce cas-là, vous pouvez enfin, non, vous êtes pas censé le faire, mais on peut refacturer un peu d'élec, mais vous oubliez tout rattrapage de charges et tout. Et moi, je sais que, les mois d'hiver, bah, en fait, on se fait éclater Mmh. parce que, pour 70 € de charges, dont 40 € d'élec, les mecs, ils en dépensent 100 € par mois. Ouais, Mais je peux pas leur dire: «Bah, dis donc, on va faire un rattrapage de charges». Bah, voilà. vous pouvez toujours essayer, mais si vous tombez sur un locataire, parce que c'est toujours cela, très pro juridiquement,
bon, bah, il va vous exploser et vous serez embêté. Donc ça, faut vraiment pas toucher et toutes ces petites démarches un peu galères, quand vous les faites, vous apportez énormément de valeur au bien et au moment de la revente, c'est très cool. Tout à fait et ça rassure toujours le futur acquéreur. Vous verrez que nous, on vous explique vraiment des choses. Nous, on fait de l'investissement, qui est viable dans la durée. Nous, on veut pas faire du one shot, des choses, très touchy. Dans 6 mois, on sera plus là. Non, non, clairement, ça prendra peut-être plus de temps, l'investissement immobilier. La rentabilité prendra peut-être un peu plus de temps, mais au moins, quand tout sera mis en place, beh, ce sera des choses qui seront, saines, qui seront mis en place. C'est hyper important que vous ayez ça en tête. Ouais, c'est pour ça qu'on a des discours peut-être parfois moins fun que d'autres personnes. Parce que c'est par exemple la résidence principale. Nous, on trouve que ça a du sens, notamment parce qu'on peut l'acheter, faire une belle plus-value, la revendre et gagner vraiment de l'argent tout en se mettant un toit sur la tête. Mais il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, bah non, il faut pas l'acheter, il vaut mieux faire l'investissement locatif. Regarde, vous gagnez plus d'argent tous les mois tout de suite. Alors en fait, ça, c'est un très beau discours pour Instagram parce que oui, en effet, chaque mois, vous allez gagner 100 euros de plus et qui vont être sur vos comptes. Alors que quand vous achetez votre résidence principale avec une bonne plus-value et tout, vous n'avez pas l'impression d'avoir gagné plus d'argent. Sauf que peut-être que dans 2 ans, vous la revendez, vous avez pris 70 000. Encore une fois, quand Mathieu parle d'acheter à résidence principale et de plus-value, bien Rentable. évidemment, c'est dans le cas où, vous revendez, il faut revendre pour une raison particulière, hein. N'abusez pas de ce Oui, oui, système-là. évidemment. Nous, le but, c'est pas qu'on vous pousse vers du contrôle fiscal, donc loin de là. Donc il faut pas abuser de ça. Si vous revendez une résidence principale, c'est parce qu'il y a une raison réellement valable. Vous êtes muté, vous vous divorcez, vous vous pacsez, vous avez un enfant. Il y a toutes ces raisons-là qui font que, bah, vous êtes obligé de revendre votre maison parce que, vous avez besoin de plus grand ou toutes les raisons que j'ai pu énumérer, précédemment. Donc vous devez revendre votre bien. Donc là, dans ces cas-là, bah, vous n'êtes pas imposé de votre résidence principale et de la marge et de la plus-value de votre résidence principale. Mais surtout, ne partez pas dans l'idée d'acheter une résidence principale pour se faire de l'argent. Ne partez pas dans l'idée là-dedans. C'est vraiment dans le cas où tous les cas que j'ai pu énumérer, précédemment. Mais sachez que, la résidence principale n'est pas une perte d'argent, loin de là, parce que vous remboursez un crédit, vous remboursez un capital d'un bien immobilier qui va prendre de la valeur par la suite et un jour, pour une raison X ou Y, vous allez le vendre et vous allez pouvoir encaisser cette plus-value nette d'impôt. Sauf que d'un point de vue discours sur les réseaux, c'est vachement moins sexy de dire que tu vas gagner de l'argent plus tard dans longtemps. Mmh. Ça peut être 6 mois, un an et demi. Plutôt que de dire, bah là, tu vas prendre 1 000 € de cash flow par mois. Sauf qu'en fait, ces 1 000 € de cash flow par mois, ils sont peut-être faits sur un immeuble un peu moisi, je sais pas où, qui se Et que revendra tu pas plus n'arriveras cher. pas à revendre et que tu vas avoir que des cassos dedans, quoi. Ouais, on va enchaîner juste sur un dernier sujet rapide, parce que je sais que tu es bientôt, on est Ouais, bientôt à la fin du podcast. exactement. Mince, je l'ai perdu. Ah ouais, il va te plaire celui-là. La dernière fausse bonne idée, c'est de faire tous ses travaux soi-même. Et le mec me dit: «Plus jamais», avec 3 smileys morts de rire. Il me dit: «Enfin, plus jamais la totalité». Alors moi, juste pour partager mon expérience, je n'ai jamais refait intégralement une maison, parce que je suis OK. incapable, déjà j'ai pas les connaissances, mais de ce que j'en ai vu, ça En ça donne fait, pas envie, hein. c'est un truc que les investisseurs, comment je peux les appeler? Les Bah, ceux qui investisseurs, commencent ou ceux ouais, qui commencent ou ceux qui sont très doués là-dedans, dans les travaux, voilà, tu vois? si tu es très doué dans les travaux et que c'est ton métier, tout ça, éventuellement, pourquoi pas et encore, si tu arrives à faire avec ta société, tu refactures à ta société pour avoir des factures, ce genre de choses, pourquoi pas? Parce que l'intérêt de faire les travaux, premièrement, c'est d'avoir des factures, pour une question d'assurance, une question de travaux beaucoup mieux finis et une question aussi de planning, hein, parce que tu vas aller beaucoup plus vite et une question de charge, parce que tu vas avoir des charges sur tes bénéfices. Donc on revient toujours à la même chose, c'est d'avoir, à la fin d'être plutôt en déficit qu'en bénéfice pour éviter d'avoir des impôts sur vos revenus et sur vos loyers. Mais moi, le premier truc que je vois, c'est que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à investir, moi, j'ai jamais fait les travaux moi-même. J'ai fait quelques trucs, genre monter les meubles, tout ça et encore, moi, Ouais, un peu de peinture, un peu de bricole, vite fait quoi, 2-3 fixer le conneries, radiateur. 2-3 conneries au début, mais vraiment, bah, mon premier immeuble, le seul truc que j'ai fait dedans, je suis en train de réfléchir, c'est juste monter les meubles et clairement, ça m'a déjà cassé les couilles monter les meubles parce que je me rendais compte que déjà j'aimais pas ça, je perdais du temps et maintenant c'est fini, je le fais plus du tout. Mais clairement, je vois la en fait, je compare avec ça et avec une personne qui investissait au même moment avec moi et en fait, j'ai eu le temps d'acheter, je sais pas, une dizaine de biens immobiliers et lui, il a eu le temps d'acheter un bien immobilier. Ouais, de Pourquoi? le Parce faire, que, c'est ça. ouais, il a acheté le bien
Et il s'est dit: «Je vais faire des travaux, je vais faire des économies, je vais faire moi-même, nanana, nanana». OK. Sauf que lui, pendant ce temps, il a acheté un bien, moi j'en ai acheté 10 parce que pendant qu'il est en train de faire les travaux, mais moi je suis en train de chercher le deuxième bien immobilier. Je suis en train de continuer mon réseau. Je suis en train de vraiment de rechercher un autre bien. Donc je signe un autre bien, je mets un artisan. Ensuite, dès que ça c'est fait, je peux chercher un autre bien. C'est vraiment, ça fait partie de la partie délégation et comprendre comment on peut déléguer et faire les choses dans les règles de l'art, hein. C'est Ouais, je vraiment pense que ça peut être intéressant quand on est jeune, qu'on n'a vraiment pas de moyens, qu'on achètera des pâquerettes. tout à fait. Ça peut être intéressant parce qu'en fait, il faut quand même bien, se lancer et surtout de le faire une fois pour comprendre tout et savoir comment se passent vraiment les travaux et avoir des vraies connaissances. Parce que c'est sûr qu'un mec qui a fait tous ses travaux plusieurs fois, bah, il s'y connaît vachement mieux que nous 2 en travaux, Mmh. d'un point de vue purement technique et il ne se fera pas avoir par un artisan. Parce que nous, l'artisan, il va nous dire: «Bah, c'est des vis machin ou des vis truc ou tel type de placo». Bon, on a des notions, mais il peut nous balader, sur plein de sujets sans problème parce qu'on ne l'a jamais fait entièrement. Par contre, Jérôme, il a entièrement raison. Le temps que vous passez, déjà, vous vous butez la santé en faisant ça. Ouais. Et quand vous faites vraiment on a toujours tendance un peu à sous-estimer le délai, que ça prend pour avoir parlé à des gens qui l'ont vraiment fait. Hem, Refaire entièrement une maison et y passer toutes ses soirées, tous ses week-ends, toutes ses vacances pendant 1 an ou 1 an et demi, faire chier tous ses potes parce qu'en leur disant: «Bah, tiens, viens, ce week-end, on va faire, du plancher, on va faire ci». Bon, on rend tous service sur, 1 journée ou 2, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Heu, voilà quoi, il faut pas y passer trop de temps. C'est intéressant au début de le faire au moins une fois pour se rendre compte et avoir, ses connaissances techniques, ça c'est sûr, c'est un super atout. Mais pas à la longue, pas plusieurs fois et surtout Jérôme l'a très bien dit, hem, en fait, il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'on calcule pas son taux horaire et le gars qui a rénové un appartement, alors Jérôme, il en a acheté 10, peut-être que même sur le coût, ce que ça lui a coûté en taux horaire, ça lui a peut-être coûté plus cher que des artisans. Alors c'est un peu délicat à calculer quand on est salarié et qu'on n'a pas trop idée de son taux horaire, mais Tout à par fait. exemple, un artisan qui a sa boîte et qui se dit: «Bah, moi, pendant 6 mois, je vais rénover que mon appartement». Peut-être qu'en fait, il aurait mieux fait de payer d'autres artisans, de prendre des Ouais. chantiers à côté, et de pas perdre de temps sur le sien, quoi. Ça, c'est sûr et certain, parce que même il y a un calcul qui est assez rapide. Vous allez peut-être payer un peu plus cher parce que vous allez passer par des artisans, sauf que l'artisan, il va peut-être mettre, je donne un exemple, comme ça, vraiment à la louche, il va peut-être mettre 6 mois à faire les travaux, mais au bout de 6 mois, c'est terminé. Au bout de 6 mois, vous mettez en location. Ça veut dire vous commencez à choper des loyers. Si c'est vous qui faites les travaux vous-même, vous allez pas mettre 6 mois, vous allez peut-être mettre 8, 12 mois, j'en sais rien combien de temps vous allez mettre. Vous allez mettre beaucoup plus de temps. Donc ça veut dire que le temps que vous allez mettre en plus, c'est du temps, que vous louez pas. Donc ça veut dire que c'est de l'argent en moins qui rentre dedans. Donc c'est pour ça que l'un dans l'autre, entre les factures que vous allez déduire, le temps que vous allez gagner parce que ça allait être beaucoup plus rapide avec des artisans, les travaux beaucoup mieux finis, ce genre de choses et vous allez louer beaucoup plus vite. Donc clairement vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Moi je le vois là aujourd'hui sur le projet qu'on est en train de faire. On a un challenge, c'est finir avant on a les fêtes de Dax qui arrivent, mi-août. Clairement, on a en 3 mois, on aura fait 2 appartements de A à Z en 3 mois, la démolition à la dernière ampoule qu'on va mettre. Les photos, la publication des annonces, ce genre de choses. En 3 mois, 2 appartements. Donc ça fait, 2 appartements qui font 50 m² chacun. Je l'aurais fait moi-même. Je peux vous dire que clairement, j'aurais jamais mis 3 mois à faire ça. Jamais. Et quand on voit le prix de la nuitée des fêtes, je peux vous dire que c'est intéressant de déléguer ce genre de choses. Mais oui, très intéressant. Non et puis même, est-ce que tu as envie de passer tes soirées et tes week-ends à faire des travaux? Ça, non, quoi. Est-ce que vraiment je dois répondre à cette question? Non, mais ça c'est sûr, j'en doute pas. Après, au coup par coup, vous fassiez un peu de peinture, un peu de plancher, si vous êtes doué, que c'est rapide, que ça vous prend pas trop de temps, pourquoi pas? Surtout dans la résidence principale. Quand faut tirer un peu les budgets, mais faut pas le faire à long terme et il y a aussi vraiment ce sujet, Jérôme, il a pas beaucoup insisté dessus, c'est ce sujet assurance. Ouais. Tout ce qui est plomberie, élec, gros œuvres, quand vous le faites avec une entreprise qui a une assurance décennale, on vérifie toujours, bah, vous êtes tranquille. Quand vous le faites vous-même, vous déduisez pas les factures et en plus vous êtes pas assuré donc c'est un peu chiant, quoi et s'il y a un gros pépin d'incendie, pareil, si l'assurance se rend compte, de certaines malversations dans les travaux parce que vous avez pas fait ça, conformément au DTU, c'est les règles qui certifient les pauses, ils peuvent peut-être vous embêter et vous dire: «Bah, en fait, on rembourse pas». Ouais, c'est s'il y a le moindre problème, c'est des travaux qui ont été faits, soit par vous-même, soit sans facture, bah, vous êtes pas assuré là-dessus donc clairement ça pose problème. Il y a beaucoup trop d'inconvénients à faire les travaux soi-même. Le seul avantage, comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est de comprendre comment ça C'est fonctionne. ça. Avant de déléguer des tâches, faut essayer de mettre un peu les mains dedans pour se rendre compte de la situation, voir à peu près l'environnement et après tu peux commencer à déléguer. Donc tu peux faire un petit peu toi-même, ou tu suis des travaux de A à Z au début, ou tu viens voir les artisans travailler au début, pour essayer de comprendre, ou tu t'intéresses, tu apprends, mais au moins ça te permet de, par la suite, quand tu vas déléguer, bah, tu délègues quelque chose, tu as un minimum de connaissances dedans, autrement c'est très compliqué, tu vas te faire avoir. Ouais.
et que je retiendrai cette phrase pour finir, que m'a dit mon assureur quand l'immeuble a brûlé, quand j'ai décroché le téléphone, il m'a dit: «Tu vu, ça arrive pas qu'aux autres». C'est ça. Gardez ça en tête, c'est que ça peut vous arriver aussi des galères et donc être bien couvert, bien protégé, avoir des travaux de qualité, c'est un truc, important. C'est hyper important. Et sur ce, on va vous laisser là, puisque le temps file et que malheureusement on a une vie active. On va vous laisser là, on espère que ça vous a plu. Si, en regardant le podcast, vous voyez que vous n'êtes pas d'accord sur certaines des idées ou même que vous êtes d'accord, mettez-les en commentaire, on peut en débattre, et comme d'hab, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on y réponde dans le prochain podcast. N'hésitez pas à partager au maximum et on se dit à la prochaine dans le futur podcast. Merci à vous. À la prochaine, salut. Salut.